Bien, alors le temps passe, bien entendu. Donc, on va dire que le diagnostic est fait. Les questions vont permettre de développer. Donc, je vais passer au traitement. Et là, directement, docteur, je vais lire votre ordonnance. Et je vais vous demander de commenter un petit peu. Voilà, comme ça, on continue à aller à l'os. Donc, vous dites, en résumé, hein, et ça, je l'ai pris dans le deuxième, le numéro 2 de contre-terrorisme. Le numéro 2, dans l'éditorial. Donc, c'est facile, c'est résumé. Vous dites, vous préconisez, premièrement, on pourra reprendre chaque ligne ou développer sa thèse. Il faut réaffirmer les principes de la République et de l'État de droit. Bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais encore faut-il le faire. Il faut démanteler les ghettos religieux. Vaste programme. Il faut empêcher le prosélytisme islamiste. Bien entendu, on ne peut pas être contre. Il faut garantir un maillage territorial pour les services de renseignement. Je pense que ça fonctionne pas mal, d'après ce que vous avez dit, puisqu'ils sont identifiés. Bien. Il faut expulser, alors on commence à rentrer, les étrangers fanatisés. Bien, il faudra voir comment. Il faut dissoudre, il faut dissoudre les associations qui se réclament directement ou indirectement du wahhabisme et des frères musulmans. Il faut renforcer la laïcité, et j'en profite pour vous dire que demain, au CUM à Nice, avec le cercle Ferdinand Luçon, dont le président est là, et Arte Philosophia, Mohamed Sifaoui sera pour l'islam et laïcité, pour l'interrogation. Et on continue, c'est un week-end islamique. Et enfin, vous dites qu'il faut renforcer l'esprit critique à travers l'éducation nationale. Bon, on peut qu'être d'accord, c'est tout ça. Alors, on commence par quoi? On dissout, on expulse, on fait de l'urgence, on peut avoir une activité, parce que dans le traitement aussi, j'ai vu aussi à un moment, ça m'a plu, tu étais Machiavel, et tu as dit, évidemment, dans certains cas, il ne faut pas avoir peur de travailler avec des gouvernements qui ne sont pas forcément très recommandables si l'objectif d'être contre le terrorisme est efficace. Après, on verra. Donc, ici en France, comment fait-on? On commence par quoi? Quel est l'ordre dans lequel tu désires réaffirmer les principes de la République, l'état de droit? Ça doit être constant. Démanteler les ghettos religieux. Bien. Et moi, c'est expulser des étrangers fanatisés. Qui c'est qui va dire qui c'est qui va mettre le label? Comment fait-on concrètement? Dissoudre des associations. Comment peut-on faire? Alors, je sais qu'il y a des réponses. C'est très, très opératoire et c'est très simple. Je prends un exemple, restons concrets, pour que... Voilà, parce que j'aime bien moi, les choses concrètes. Cet été, en juin, j'ai découvert qu'un imam à Toulouse, dans le quartier d'Ampalo, avait tenu en arabe un prêche totalement antisémite. Totalement. J'ai été immédiatement l'un de ceux qui ont alerté, condamné ce prêche. J'ai interpellé le ministre de l'Intérieur à plusieurs reprises et j'ai évidemment demandé à tous mes confrères de réagir, de traiter le sujet parce que, pour plusieurs raisons. Je vais commencer par la symbolique. Toulouse. Et je tiens d'ailleurs à saluer la présence d'Abdelghani Mera, le frère de cet assassin qui a commis les crimes que vous savez, Abdelghani, avec lequel j'ai écrit un livre et qui a eu ce courage très rare de dénoncer, y compris les gens de sa famille, qui avaient, disons, créé les conditions idéologiques, notamment, ou entretenu ces conditions idéologiques pour que cet assassin puisse être conforté dans son délire et dans sa dérive, et évidemment qui, depuis,
n'est plus toulousain pour des raisons évidentes, puisqu'il est menacé là-bas. Et il est venu vivre ici dans votre région. Donc je voulais vraiment saluer à la fois son courage, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu en 2012 après les faits, et j'ai été à la fois agréablement surpris du discours qu'il a tenu, des idées qu'il a défendues, mais en plus de ça, j'étais content de manière très égoïste parce qu'il m'a permis d'avoir la preuve tangible, vivante, de ce que je disais depuis plusieurs années à toute la communauté nationale. Attention, attention, n'homogénéisez jamais ceux qu'on appelle communément les musulmans, les gens issus de l'immigration, parce qu'y compris dans une même famille, vous allez trouver le pire des salopards et le meilleur des républicains. Et ça, c'est un exemple vivant. Donc, pour revenir à ce fameux imam, il fait un prêche antisémite. Cet imam est étranger. Il est de nationalité algérienne. Il avait introduit, il y a quelques années, une demande de naturalisation qui lui a été refusée en raison de son appartenance à la mouvance islamiste. D'abord en Algérie, où il ne s'est pas rendu pendant plusieurs années, ensuite en France. Donc les choses sont très claires. Nous avons un individu qui est imam autoproclamé, qui se permet de tenir un prêche entier antisémite dans une ville où des enfants juifs ont été assassinés parce que juifs, devant leur école, en plus des militaires français qui ont été assassinés pour les couleurs qu'ils défendent. Et cet imam-là fait ce prêche-là 5 années après ces faits monstrueux, et personne ne s'insurge pour dire ça suffit, monsieur, ce que vous dites est inacceptable sur ce territoire, a fortiori vous êtes un étranger, ne nous vous permettons pas de tenir en toute impunité les propos que vous tenez, et par conséquent vous allez revenir illico presto à votre pays d'origine. Dans le cadre, et je le précise, de l'état de droit, c'est-à-dire, comme le précise la loi qui régit le fonctionnement de ce pays. Il ne s'agit pas de sortir du cadre, et j'y tiens, c'est la 4e fois que je le répète, toute réponse doit être puisée dans notre corpus démocratique, républicain, c'est-à-dire dans le cadre de l'état de droit. Moi, je ne suis pas partisan de lutter contre les islamistes en devenant comme eux. Jamais. Toujours en étant respectueux à la fois de l'état de droit, de la Convention internationale des droits de l'homme, etc., etc. On déplaise à toutes les chapelles hystériques qui pensent que pour lutter contre l'islamisme, il faut devenir un barbare ou rétablir la peine de mort. D'ailleurs, à cela, je dis toujours la même chose. Les plus grands dictateurs qui ne s'embarrassent pas des questions des droits de l'homme n'ont pas réussi à avoir raison de l'islam politique en utilisant les méthodes les plus douteuses. Aucun. Ni l'Égypte de Nasser, ni l'Égypte de Sisi, ni n'importe quel autre État, y compris l'Algérie des années 90, qui dans la lutte antiterroriste n'a pas fait dans la dentelle, n'a pas réussi à venir à bout de l'islam politique. Donc, la méthode qui sort de l'état de droit n'a pas fait ses preuves et ne fera jamais ses preuves. On est dans un combat idéologique entre le côté de la démocratie et des droits de l'homme et celui de la barbarie et du nihilisme et du totalitarisme. Nous ne sommes pas du même bord. Si nous les combattons avec leur méthode, nous ne valons guère mieux qu'eux. Et ça, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Parce que ce fossé idéologique, y compris au niveau de la symbolique, doit être maintenu. Parce qu'eux souhaiteraient qu'on devienne comme eux, qu'on piétine nos propres valeurs, ou qu'en définitive, ils aient raison de nous faire ce qu'ils nous font, puisque nous leur ferions la même chose. Donc, parmi les choses, évidemment, à faire, bien sûr que l'expulsion des personnes qui enfreignent le cadre et le pacte républicain et qui piétinent finalement les règles qui doivent justifier
de leur présence en toute, je veux dire, en toute légalité sur ce territoire, c'est un pacte, c'est un contrat qui est signé entre deux parties. Première partie, l'État français, la République française, qui va garantir un certain nombre de facilités à ces personnes qui vivent sur son territoire, et la protection, et en contrepartie, cette personne qui vit sur son territoire, sa part du contrat, c'est de ne pas devenir un trouble grave à l'ordre public. Voilà, une fois que ce contrat n'est pas respecté, la personne n'a plus rien à faire. Alors qu'est-ce qui est devenu cet immeuble? Eh bien, ce qui est devenu, c'est qu'on en est aujourd'hui à un procureur qui a été remplacé, un autre qui est arrivé, qui a ouvert une information, enfin, qui a continué l'information judiciaire. Donc, il y a une procédure qui est en cours, et évidemment, j'espère que cette procédure aboutira à une condamnation qui, je l'espère, aboutira à un éloignement du territoire national. Pourquoi? Parce que ce type d'individus qui se réclament de l'imama, c'est-à-dire qui se disent imams, se présentent auprès des plus jeunes, des moins formés, des plus vulnérables, comme des autorités morales. Et gardons une chose à l'esprit, c'est qu'avant qu'un Mohamed Merah ou qu'un autre n'appuie sur la gâchette, il y a un processus mental qu'on oublie souvent. C'est ce qu'on appelle la rationalisation de la haine. C'est-à-dire conférer à l'acte violent un caractère rationnel et légitime. Un pseudo-caractère rationnel et légitime. Et ce pseudo-caractère rationnel et légitime qui est donné à travers des prêches, des sermons, ce qu'on appelle communément l'embrigadement, l'endoctrinement, y compris politique, les plus grands totalitaires, n'oublions pas, endoctriner les gens par les écrits, par la parole. On ne force jamais quelqu'un à tirer, on le prépare à le faire. On le prépare au meurtre. On crée les conditions pour qu'il s'auto-légitime son action la plus barbare. C'est-à-dire au point où ce tueur va croire qu'il va plaire à Dieu lorsqu'il va tirer dans la tête d'un enfant de 3 ans, d'un enfant de 6 ans et d'un enfant de 8 ans. C'est ça la rationalisation de la haine. C'est qu'il croit qu'il commet un acte plutôt louable, non pas un acte barbare, répréhensible, etc. Et ces éléments de rationalisation sont conférés, dans le cas de l'islamisme, par des gens qui se disent imams. Donc, si on ne s'attaque pas à la matrice idéologique, si on ne s'attaque pas à ce vecteur qui, évidemment, participe à rationaliser la haine, et donc à préparer le meurtrier mentalement pour son passage à l'acte, nous n'arriverons jamais au bout, ou à bout plutôt, pardon, de ce phénomène. L'attaque, ou les attaques, ou la riposte contre l'élément idéologique est fondamentale. De ce point de vue, il faut soit oser criminaliser des idéologies qui défendent des points de vue non pas contraires, mais en contradiction radicale avec les valeurs de la société. Et d'un autre côté, enfin, je dirais, faire en sorte à réduire ou à démanteler ces fameux ghettos ethno-religieux dans lesquels prospèrent, je dirais, un certain nombre d'acteurs toxiques, je choisis mes mots, qui influencent de manière négative ces éléments qui, en définitive, vont passer à l'acte. Parce qu'on s'intéresse souvent à ceux qui passent à l'acte, et Abdelghani le sait très bien. Bien sûr, on a parlé du meurtrier, Mohamed Merah, mais on n'a pas parlé, ou pas suffisamment, de tous ceux qui l'ont travaillé pendant des années, outre dans sa propre famille. Mais le fameux Olivier Corel, et oui, c'est ça, parce que qui est un idéologue et qui est toujours en Ardèche, vivant dans sa ferme tranquillement, et qui a endoctriné pratiquement tout le bassin méditerranéen.